Alors nous sommes dans un réseau de villes et Montpellier est entouré par des villes plus petites et puis des villages et d'autres villes comme Béziers, Narbonne, Perpignan, Nîmes, Arles. Et nous sommes aussi dans un endroit qui a été marqué à la gloire de Louis XIV, à laquelle je reconnais aussi de graves manques de mérite, mais je lui reconnais qu'il avait pour souci officiel, en tout cas, la paix, c'est-à-dire la réunion des pays de... La paix, il l'a obtenue sur terre et sur mer. C'est ce qui est gravé dans l'inscription latine de l'Arc de Triomphe, pas très loin d'ici. Et donc, ça veut dire que la volonté officielle de celui qui représentait ce que l'on appelle aujourd'hui l'État, la chose publique, mais on n'est pas à l'époque de la République, évidemment, dans la monarchie absolutiste de Louis XIV. Mais son objectif officiel, officiellement proclamé, à tort ou à raison, est d'avoir ramené la paix sur terre comme sur mer. Et donc, c'est vrai que ce jardin royal, ici, le Pérou a été longtemps jardin royal. La statue du roi est toujours au centre de ce jardin. Et ce Pérou, donc, continue de symboliser cette réunion que j'évoquais en commençant d'ailleurs entre le littoral, les étangs, derrière toi pour être physique, et derrière moi la solide pierre Cévenol. Enfin cette pierre-là, non, ça c'est la pierre de Pignan ou de Castries. Mais sinon, les arceaux, l'aqueduc, pas très loin d'ici, a été construit par Paul Riquet, comme chacun sait. Et donc, ce que nous avons, c'est en effet un point qui est une espèce d'épicentre entre un sud maritime et un nord montagneux, ou voire montagnard. Ça n'est pas de la très haute montagne, hein. L'Égual a des prétentions. Il n'a pour altitude que 1560 et quelques mètres, 62 peut-être, 62 mètres. Mais quand on y ajoute une congère de 8 mètres de haut en hiver, ça fait 70. Donc on n'est pas tout à fait d'accord sur la hauteur de l'Égual. Certains le mesurent en été, encore que je ne sais pas, je n'ai jamais essayé de mesurer pas à pas par les 4000 marches au départ de Valraugue, combien il m'en coûterait d'aller au sommet de l'Égual, depuis Valraugue. La montée est longue, par la route c'est 30 km. Par les 4000 marches ou les 3000 marches, je ne sais jamais. Je ne sais pas très bien s'il s'agit de 15 et quelques kilomètres, puisqu'on coupe les virages, les larges virages que la route est obligée de faire. Et d'ailleurs, en moto, elle est sensationnelle, cette route, parce que justement, il y a un virage tous les 50 à 100 mètres, et que c'est un régal avec un deux roues entre les jambes. Donc, la réunion de la terre et de la mer, cette expression latine qui est reprise sur l'Arc de Triomphe, est très juste, parce que nous sommes en effet tout près de la mer, mais en même temps pas si loin que ça du Caroux et de la Serrane et du Pic Saint-Loup. Et puis derrière, plus loin, les chaînes, les sierras, comme on dit en espagnol, de la Serrane d'ailleurs, c'est une sierra, c'est le nom même qui le dit. Mais nous ne sommes pas loin de ces montagnes, de ces vallées montagneuses, et puis aussi des causses. Parce qu'ici, le blason très montpelliérain, celui que je portais sur mon uniforme de petit louveteau, c'est le Causse et Cévennes. La section Languedoc, c'était sous-titré Causse et Cévennes. Qu'est-ce que le Languedoc? Les Causses et les Cévennes. Alors ça, c'est une indication. Maintenant, je commence à devenir un ancêtre. Mais que connaîtront de ça nos arrière-petits-enfants quand on aura finalement trouvé un nouveau mot pour désigner la grande région que nous sommes en train de faire avec Toulouse, Midi-Pyrénées, est-ce que Midi-Pyrénées devient Languedoc? Est-ce que Languedoc devient Midi-Pyrénées? Et les élus s'y perdent. Je ne veux pas les égarer un peu plus, mais pourquoi pas leur rappeler que Causse et Cévennes est aussi le pays catalan, parce que nos amis catalans protestent, font grand bruit, qu'on ait oublié leur nom dans le futur épithète, l'adjectif qui servira de dénomination à cette grande région. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'apercevoir le Canigou du Pérou? Le Canigou du Pérou, quand il fait très beau, non, il faut monter plus haut. Il faut aller au Pic Saint-Loup, et là on voit le Canigou main droite, quand on regarde vers le sud, et on voit le Ventoux main gauche, toujours en regardant vers le sud. Et ça, c'est aussi visible de la Serrane, qui est un peu plus haut, puisqu'elle est à 900, elle frise les 900 mètres. Bon, ici nous avons changé d'angle et nous regardons vers le nord, vers le Pic Saint-Loup, qui est
le mont tutélaire de Montpellier. Montpellier, par ailleurs, s'appelle le Clapas, c'est-à-dire le tas de pierres, parce que les bergers des garrigues, quand ils montaient sur une petite hauteur, sur une colline, voyaient dans le lointain un amas de pierres blanches. Ils appelaient ça le Clapas. Le Clapas, c'est cette pyramide un peu désordonnée, qui est assez fréquemment visible autour des champs. Quand ils étaient cultivés, il fallait d'abord les dépierrer. Et ces pierres qui étaient ramassées pour laisser utile la terre fertile étaient entassées sur le rebord du champ. Et c'était le repère des lapins. Ce mot se dit aussi clapier, donc en français. Et il y a un petit village, d'ailleurs pas loin d'ici, qui s'appelle aussi Clapier. Mais le Clapas, c'est le tas de pierres, c'est là que naissent les petits lapins. C'est un lieu prolifique, heureux, parce qu'on s'y cache à l'ombre dans le grand soleil de l'été. Et puis parfois, le berger aménage dans cette ombre bienfaisante du tas de pierres une capitelle, c'est-à-dire une petite cabane de pierres sèches, qui est comme une espèce d'excavation que le berger a pratiquée à l'intérieur du Clapas pour s'y reposer, faire la sieste, au moment où les brebis elles-mêmes font la sieste sous l'ombre d'un arbre, parce que les brebis ne supportent pas les horaires trop chauds de la période, je parle de l'été, mais en fait c'est mai et juin, c'est les 2 mois qui viennent, parce qu'après il y a la transhumance, donc qui a lieu au mois de juin, et les brebis à ce moment-là vont être délivrées de la trop grande chaleur de la plaine en montant plus en hauteur dans les montagnes. Voilà donc le pic Saint-Loup, le mont tutélaire de la ville, et qui est flanqué sur la droite de votre vue par les falaises de l'Ortus. Il faut que je me pousse pour que vous les voyiez. Et puis on voit aussi la Séranne sur la gauche du pic Saint-Loup. Et entre l'Ortus, les falaises de l'Ortus et le pic lui-même, on aperçoit l'entablement plus lointain de l'Aigual dont je parlais tout à l'heure. Le mont Aigual, ce qui veut dire la réunion des eaux, parce que c'est là que se joignent les eaux de l'Atlantique, qui s'écoulent par le Travezel, par la Dourbie, et ensuite tous les affluents qui vont converger vers la Garonne. Tandis qu'en face sud, l'Aigual donne naissance, donc alimente, c'est le mont aux sources, comme on dit en Afrique du Sud, au Lesotho, c'est le mont aux sources depuis lequel s'écoulent tous les cours d'eau qui vont arroser toutes les parties, les collines en contrebas, les garrigues, les causses et ici dans la plaine, donc les larges surfaces qui sont aujourd'hui occupées par l'urbanisation galopante que nous connaissons. Parce que l'urbanisation de Montpellier s'étend du Rhône jusqu'aux Pyrénées en un couloir continu qui suit à peu près l'ancien tracé de la voie domitienne. C'est-à-dire c'est la route qui est censée permettre d'aller plus vite vers l'Espagne en passant par la plaine. Pour arriver à passer par la plaine, il a fallu que les Romains pacifient la région. C'est pour ça qu'ils ont établi la première province avec le chef-lieu Narbonne, Narbonensis, et Cneius Aenobarbus Domitius, le consul qui a construit en 128 avant le Christ la voie domitienne, donc a fait une espèce d'autoroute. On peut comparer les autoroutes actuelles à cette voie romaine qui existe toujours par tronçons ici et là. Et dont je ne reparlerai peut-être qu'une autre fois, si vous le voulez bien.